Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver. C'est un plaisir, comme toujours. Oui, et tous mes voeux. C'est très gentil. L'année commence tambour battant. Je voudrais revenir sur cette séquence-là, Davos. On revient juste une semaine en arrière. Donald Trump qui finalement a renoncé donc à l'acquisition du Groenland. Avec un peu de recul, quelques jours de recul, à quoi on attribue ce revirement ? Est-ce que c'est l'unité des Européens, pas seulement ? Est-ce que c'est la réaction qui commence à être négative des marchés ? Est-ce que c'est l'opinion américaine qui ne le suivait pas dans le recours à la force ? C'est multifactoriel, comme très souvent. Clairement, les Européens ont été beaucoup plus unis aussi dans cette affaire qu'on ne pouvait peut-être l'envisager au départ. Il y a eu un énorme pas de clair de la part de Trump lui-même en disant qu'il allait considérablement augmenter certains des tarifs. Ouais. Ça n'a pas plu du tout à l'ensemble des observateurs économiques, pas au marché. Et puis, il s'est retrouvé devant une véritable impasse parce qu'il n'était absolument pas soutenu aux États-Unis même. Les sondages d'opinion, les enquêtes d'opinion montraient qu'il était très, très minoritaire avec cette idée. Et donc, c'est un pragmatique, comme il avait fait pour les tarifs au moment de la pause. Il a suffi qu'il y ait de mauvaises indications données par les bonds, par les obligations d'État et par la bourse pour qu'il fasse la pause. Donc on est en présence d'un homme qui est complètement erratique, complètement bizarre. On parle beaucoup du Groenland. C'est encore bien pire que de dire qu'il veut envahir le Canada et transformer le Canada en un énième État américain, au point que les Canadiens eux-mêmes ont envisagé la défense s'il y avait invasion de la part des États-Unis. Donc on est complètement chez les fous, là. Mais c'est un pragmatique. Le Canada qui tomberait entre 2 et 5 jours. C'est ce qui ressortait de cette note qui avait fuité, quoi. C'est absolument aberrant. Absolument. Comment on fait pour arrêter Trump, maintenant qu'il est là depuis 1 an et qu'on a compris ? Est-ce qu'on a compris ou pas comment on faisait ? Écoutez, d'abord, le reste du monde a vu que s'il tenait de manière extrêmement ferme, ça a été le cas des Chinois par exemple, c'est le cas tout récemment des Européens, dans l'exemple que vous évoquez, c'est ce qu'on doit faire, enfin, on doit résister. Ça a toujours été d'ailleurs la position de la France. On ne l'a pas fait. Pas forcément la sur les tarifs douaniers, on ne l'a pas vraiment fait. Sur les tarifs douaniers, la Commission, poussée par la plupart des États, n'a pas suivi une position aussi dure que celle qu'elle aurait pu suivre. Clairement, c'était un pas de clair. Et on voit maintenant qu'il y a une récompense pour une opposition très ferme, qu'on ne peut que recommander, évidemment, puisqu'on est en présence de quelque chose qui est aberrant, phénomène aberrant, position aberrante, déclaration complètement aberrante. Alors, en même temps, c'est un pragmatique. Et quand, effectivement, il bute sur de vrais obstacles, alors, en effet, il s'arrête. Il faut s'attendre, pour nous, Européens, à d'autres attaques contre ses alliés européens dans les prochains mois. On sent que sur les technos et sur tout ce qui touche aux GAFA, on sent que le sujet est sensible. Oui, je crois qu'il faut s'attendre à tout de sa part. Encore une fois, les positions les plus extrêmes, les plus choquantes, les plus scandaleuses même en matière de défense et de sécurité, ce qu'il a envisagé, ce qu'il a déclaré, sa complaisance à l'égard de la Russie est quelque chose d'effrayant et de profondément anormal. En même temps, encore une fois, il s'arrête lorsque les signaux objectifs qu'il reçoit, aussi bien domestiquement qu'internationalement, lui démontrent qu'il va beaucoup trop loin. Avec les élections de mi-mandat, je pensais qu'il se calmerait un petit peu, qu'on aurait un Trump moins excessif et erratique. On va voir, il ne faut jamais, en effet, anticiper dans un monde aussi incertain. Il est sûr qu'il continue d'être soutenu par une large partie du groupe MAGA. Et donc, il y a eu un changement très profond de la société américaine dont il faut que nous soyons pleinement conscients. C'est-à-dire qu'en effet, elle n'est plus les yeux braqués sur l'Europe et sur la défense de l'Europe. Elle regarde l'ensemble du monde, le
point central de la tension américaine sur le plan géostratégique C'est la Chine. est clairement le Pacifique, disons, de manière générale. Et donc nous sommes maintenant en numéro 2 ou numéro 3, puisqu'il y a aussi une attention énorme qui est portée au Proche-Orient, comme on le voit encore peut-être dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent. Donc on est en présence d'une transformation très profonde de l'économie, de la société américaine, et aussi de l'économie, bien sûr. Et en même temps, clairement, on a en Amérique, comme dans tous les pays avancés, une transformation assez profonde et effectivement un peu effrayante de nos concitoyens. On le voit en Europe, clairement, en effet. L'équivalent du MAGA, sous une forme différente, naturellement, se retrouve en Italie, en France, en Même au Japon, on parle et d'une un peu candidate partout. populiste au Japon aussi. Oui. Donc c'est un phénomène très profond qu'il faut bien comprendre, qu'il ne faut surtout pas négliger et qui marque l'ensemble des pays avancés. Et aussi d'ailleurs d'autres pays dans le monde, puisque la distinction entre pays émergents et pays avancés est de plus en plus difficile à faire, et on voit bien une poussée du totalitarisme, une critique fondamentale de la démocratie, qui est plus avancée aux États-Unis que partout ailleurs, avec en effet des théoriciens qui commencent à faire une critique radicale de la démocratie et à proposer plus ou moins des dictatures éclairées de technocrates ou de techniciens, niant la démocratie elle-même. C'est très grave. C'est la première fois d'ailleurs que je vois des théoriciens américains qui vont aussi loin dans la critique de la démocratie. Alors que c'est pas majoritaire aux États-Unis, hein, encore une fois. non, c'est pas majoritaire, mais le MAGA s'est montré majoritaire tout récemment en élisant le président Trump. Qu'est-ce qui se passe si la Cour suprême invalide ses droits de douane, s'il perd les élections de mid-term? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'espère bien qu'il se passera une correction nécessaire. Avant même les tarifs, je crois que la position de la Cour suprême va être très importante s'agissant de la dame qui est à la Fed, et bien entendu, bien entendu, d'une manière plus générale, de l'ensemble, disons, des positions anti-Fed que le président a prises. Les audiences qui ont été suivies avec beaucoup d'attention ont montré qu'il semble qu'une majorité de la Cour suprême est très choquée par ce qui s'est passé. On le voit aux questions. Les attaques de Trump contre la Fed. Les attaques de Trump contre la Fed, d'une manière générale. Pourtant, Cour suprême, qui à la base, dont beaucoup de juges ont été nommés par Trump. Hein. Oui, ils ont été nommés par Trump. Ils ont pris des décisions qui clairement montraient en effet qu'ils étaient sur une ligne, disons, beaucoup plus conservatrice que ne l'était la Cour suprême auparavant. Mais néanmoins, ce sont des personnalités qui ont un certain sens de ce que c'est que la Cour suprême et qui ne peuvent pas se montrer horriblement complaisants, au risque de démolir leur propre institution. Donc, je suis relativement confiant, disons, dans leur capacité de ne pas se montrer, comme je le disais, horriblement complaisants. On va voir. Dans ce bras de fer, Jean-Claude Trichet, entre Européens et Américains, pour dissuader de nouvelles attaques, certains ont dit que les Européens devraient brandir cette menace de ne plus financer le déficit budgétaire américain en achetant des bons du Trésor. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est pas risqué à supposer que ce soit possible? Parce que ces bons du Trésor ne sont pas dans la main des États et des gouvernements, mais souvent dans les mains d'acteurs privés. Fonds de pension, assureurs, banques. Si c'était vraiment la guerre totale entre nous et les États-Unis, sans qu'il y ait un coup de feu tiré ou une bombe lancée, mais dans tous les autres domaines, si c'était la guerre totale, c'est effectivement une arme dont disposent tous ceux qui ont investi massivement dans les banques, Japonais, dans les obligations Européens. américaines. Le pourcentage de dette américaine, la dette américaine est énorme, qui est détenue par les étrangers est de entre 25 et 30%. Donc c'est quand même beaucoup. Et le reste est détenu... C'est moins que la dette française détenue par les étrangers, oui, en passant. Hein. C'est moins. Accessoirement, c'est moins, en effet. Mais c'est quand même beaucoup. Et bien entendu, si jamais il y avait une consigne qui était donnée soit en Asie, la Chine et le Japon, évidemment, sont les premiers sur la liste, soit en Europe, les conséquences seraient totalement dramatiques pour les États-Unis, bien sûr. Et donc, on peut penser que cette arme, elle existe. D'ailleurs, même sans qu'il y ait aucune consigne donnée, quand
Trump fait une grosse bêtise et inquiète l'ensemble des observateurs et des participants du marché, l'impact sur les bonds, l'impact sur les obligations d'État est immédiatement visible. Parce que quand vous faites peur aux 25% en question ou aux 30% en question, eh bien, ils se retirent, ils réarbitrent leur portefeuille. Donc on a là une arme considérable. Dont il faudrait une arme peut-être... qui a déjà marché spontanément, sans consigne. Donner des consignes, ce serait vraiment la guerre, comme je l'ai dit, et personne ne peut souhaiter la guerre dans ce domaine comme dans les autres. Donald Trump qui a été interrogé sur le dollar, sur le billet vert, suite à cette nouvelle chute face à plusieurs devises, l'euro, le yen, le yuan et la livre sterling. Sa réponse, c'était « c'est vraiment formidable ». Je me dis, est-ce qu'on se dit quoi? C'est une curieuse réaction, alors qu'on sait que le recul du dollar potentiellement inquiète beaucoup d'investisseurs, d'économistes. Ça inquiète aussi un peu Wall Street. Il veut un dollar plus faible, Donald Trump. Il est convaincu que c'est dans l'intérêt des États-Unis. Certains de ses collaborateurs voulaient un dollar plus faible, ce qui est totalement aberrant, naturellement. Là, c'est une réaction spontanée qui me paraît évidemment totalement aberrante. Demain, il expliquera que le dollar représente les États-Unis et est la monnaie la plus forte du monde. C'est ce qu'a dit Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, juste après. Ça ne le gênera pas du tout lui-même. Scott Bessent fait le boulot, si je puis dire, pour lui. Enfin, c'est une démonstration supplémentaire qu'on est en présence d'un homme qui est totalement erratique. Totalement erratique. Et c'est vraiment dramatique, parce que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, le Canada, le Groenland, il est totalement erratique, mais personne n'ose dire, ni au sein de l'ensemble, disons, du Parti républicain aux États-Unis, le roi est nu. Le roi est totalement aberrant. Il faut qu'on sache que le roi est totalement aberrant. Il semble comme au sommet. Et même pas chez ses partenaires. On voit la prudence de tous les partenaires des États-Unis. On ne dit pas de mal du président des États-Unis. On prend note de tout ce qu'il fait, on le contre, et on doit le contrer, mais dans sa vision économique d'avoir un dollar plus faible, ce que souhaite son principal conseiller économique Stéphane Miran, l'objectif, c'est donc de réduire le déficit commercial américain. Ça peut s'entendre. Ça s'entend, à condition que vous ayez un accord. On a déjà eu des accords du G7 pour que le dollar soit plus fort ou plus faible. On a eu des accords du G7 pour soutenir le yen à un moment très difficile, ou pour soutenir l'euro, à un moment également très difficile. 2002-2003. Oui, c'est ça. Accord qui avait été conclu au sein du G7, sauf erreur de ma part, à Prague. Eh bien, tout cela est possible, naturellement, mais il faut quand même être deux. Que la principale monnaie du monde, je le déplore d'ailleurs, je souhaiterais que ce ne soit pas la principale monnaie, mais c'est la principale monnaie du monde, puisse dire unilatéralement « je souhaite voir ma valeur considérablement abaissée », est tellement aberrant que, en effet, je suis quasi sûr qu'il dira exactement l'inverse d'ici très peu de temps, comme son secrétaire au Trésor l'a fait. Ouais, d'autant que sur l'inflation, si le dollar baisse, ça fait plus d'inflation. Il y a déjà trop d'inflation aux États-Unis. Les Américains ne sont pas contents de cette inflation-là. Ils vont peut-être lui faire payer dans le cadre des élections de mi-mandat. Donc il y a des incohérences. Oui, non, mais évidemment qu'il y a des incohérences monumentales. Mais en tout état de cause, vous ne pouvez pas être crédible aux yeux des marchés si vous n'avez pas un accord collectif. Il faut que tout le monde soit d'accord pour avoir une vraie conséquence acceptée par les marchés comme étant raisonnable et raisonnée. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Et bien entendu, personne ne peut prétendre que le dollar est trop fort aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. L'euro, enfin la BCE suit avec attention, c'est ce que dit François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, la hausse de l'euro. La BCE suit avec attention la hausse de l'euro et son impact sur l'inflation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que la zone des 1,20 face au dollar, là on est aujourd'hui, c'est une zone, il ne faudrait pas que ça monte trop, parce que derrière c'est moins d'inflation en zone euro, c'est moins de croissance. De toute manière, François Villeroy a 1000 fois raison de dire que la Banque Centrale Européenne regarde absolument tous les paramètres. Elle n'a pas d'objectif. Elle prend en compte tous les paramètres. Objectif. Elle n'a pas d'objectif de cours. De change. Elle pourrait en avoir éventuellement s'il y avait un accord au sein du G7, pas le cas. du G3, disons.
Mais pour le moment, il n'y en a pas. Et donc, elle suit très attentivement. Et les décisions que pourrait prendre la Banque centrale européenne tiennent compte, évidemment, à tout moment, de la position du dollar et de l'euro par rapport à l'ensemble des autres Mon point, monnaies. c'est de se dire, est-ce qu'un euro qui reste durablement supérieur à 1,20 face au dollar, est-ce que ça affecte négativement l'Europe, les économies européennes et la France en particulier? Ben, écoutez, ça a effectivement un impact sur l'inflation, ça a un impact sur la croissance, et donc ça doit être évidemment pris en compte. Et ça affecte évidemment l'Europe. Mais laissez-moi quand même vous dire qu'on a démarré l'euro, sauf erreur de ma part, à 1,17. Oui. Que l'euro est monté beaucoup plus 1,60. haut, beaucoup plus haut, Beaucoup plus haut. 1,55, quelque chose comme ça. Quasiment 1,60. Ça dépend aussi du moment de la journée Oui. où vous regardez. Mais enfin, au total, si vous voulez, c'est monté beaucoup plus haut et c'est descendu 0,82. beaucoup plus bas, 0,83. Vous êtes toujours un peu... Non, c'est 0,8230 parce que ça m'a marqué. J'ai même c'est quel chiffre après la remarquable. Moi, je dis toujours 0,83. Mais peu importe. Vous avez sûrement raison. Je vous fais confiance. Mais au total, donc, on voit la marge de fluctuation gigantesque. Alors, il est clair que c'était une période où nous étions les uns et les autres moins intégrés, moins complètement intégrés, et donc l'impact a été plus facilement, disons, entre guillemets, mais c'est jamais facile quand vous êtes en présence d'anomalies de ce genre. C'est même très, très difficile. Il est évident que nous avons intérêt à maintenir une stabilisation convenable de l'ensemble des monnaies, pas simplement l'euro et le dollar, mais certainement le dollar, s'il veut continuer à être une monnaie bénéficiant de beaucoup d'avantages associés à la principale monnaie du monde, il ne faut pas qu'il soit aberrant. Et donc il est clair que le discours actuel, qui est parfaitement contradictoire, y compris entre le président et son ministre des Finances, ne peut pas continuer comme ça. Mais encore une fois, c'est une aberration parmi tellement d'autres. Qu'il faut oser dire que les propos du président sont totalement aberrants, qu'on est en présence d'une sorte de lancer de fléchettes dans toutes les directions. Feu roulant. Et ça n'est bloqué que lorsque le marché lui-même, les participants du marché, disent c'est complètement aberrant et nous le punissons. Alors, est-ce que c'est aberrant? Dernier point, j'ai envie d'avoir votre regard sur l'or, ce qui se passe sur l'or. Mais c'est complètement fou. Au moment où j'ai commencé à travailler, on était encore à 5003, on est monté à 5006 dans la nuit, 5600 $ l'once, on est à 5500 aujourd'hui. Des records quasi quotidiens, 65% de hausse en 2025, déjà quasiment 25 ou 30% de hausse depuis le début de l'année. Est-ce que c'est une aberration? Est-ce que c'est normal, cette flambée du métal jaune? Qu'est-ce que ça traduit? J'ai envie de vous entendre parce que j'avoue que c'est du jamais vu, hein. Même vous... on est quand même passé de 35 $ l'once, progressivement, si vous voulez, au niveau actuel. Ah oui, ça fait longtemps. Ça. Oui, mais ça fait longtemps. Mais il y a eu beaucoup, en effet, d'étapes dans la... Mais il y a une accélération alors, là sur l'or. Il est absolument clair qu'il y a un effet spéculatif monumental. Monumental? Vous le qualifiez d'effet spéculatif monumental sur l'or? Je crois, en effet. Pas autant que sur le Bitcoin, mais on est quand même en présence de phénomènes qui ne sont pas normaux, à mon avis, et qui ne sont pas justifiés par, disons, la demande industrielle qui existe et qui est importante pour l'or, par la demande des bijoutiers, etc., par les conduites, si vous voulez, d'un certain nombre d'opinions publiques vis-à-vis de l'or, et pas non plus entièrement par la montée en puissance des réserves d'or dans les réserves des grandes banques centrales ou des grandes institutions. Qui en achètent de plus en plus, les banques centrales émergentes. Qui en achètent de plus en plus et qui ont beaucoup de raisons de diversifier leurs actifs, ne serait-ce que parce que le dollar lui-même n'est pas sûr, comme on vient de le dire, que le dollar lui-même peut décider de vous punir avec des sanctions comme cela est observé régulièrement, et cela fait peur, en effet. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, c'est ça? Absolument. Ouais. Tous les pays émergents ont peur qu'à un moment ou à un autre, on puisse bloquer leurs réserves de change en dollars, parce que, en effet, les transactions doivent, en dernière analyse, être terminées, disons, sur le marché américain à New York. Donc on est en présence, si vous voulez, d'une peur, d'une crainte et d'une nécessité de diversifier l'ensemble de ces réserves de change. C'est ou c'est pas une bonne valeur refuge l'or?
Écoutez, je ne donne jamais de conseils, non, bien sûr, conseils en investissement. Non, mais on ne va pas se donner mutuellement. Non, bien sûr, mais l'idée, c'est qu'en tout cas, il y a quelque chose d'irrationnel aujourd'hui sur l'or, malgré les tensions géopolitiques, malgré la double armada américaine qui se dirige vers l'Iran et les eaux du Golfe Persique. Dans la hiérarchie, disons, des aberrations spéculatives, la première aberration spéculative de très loin, ce sont l'équivalent du Bitcoin et l'ensemble des crypto-actifs spéculatifs, qui ne représentent aucune espèce de valeur d'aucune sorte. Beaucoup de gens se sont enrichis avec du Bitcoin. Beaucoup de gens se sont enrichis. J'espère que l'équivalent s'est aussi appauvri, parce qu'ils ont dû acheter à des niveaux vertigineux et ont perdu ensuite beaucoup d'argent. On parle, curieusement dans ce domaine, on parle de ceux qui se sont enrichis, mais pas de ceux qui se sont appauvris. C'est un phénomène de communication qui est difficile à comprendre. Oui, mais la courbe, globalement, la courbe même avec des à-coups, la courbe oui, est à la hausse. Mais notez bien qu'en matière boursière, s'il y a des plus-values, on ne dit pas formidable, la fumée s'est cristallisée en plus-value monumentale. En revanche, lorsque ça baisse monumentalement, on dit les valeurs se sont évaporées, etc. Donc il y a une sorte d'anomalie, de biais anormal, disons, dans la communication. Mais il est clair que ces crypto-actifs qui ne représentent rien du tout, ceux d'entre eux qui ne représentent rien du tout, donc pas nécessairement des jetons qui représentent quelque chose de bien réel, mais ceux qui ne représentent rien, c'est de la spéculation pure, absolument aberrante. Et du casino. Du casino pur, et qu'on n'aurait pas dû laisser croître et embellir comme il l'a fait. L'or, c'est différent parce qu'il y a une vraie matière, un vrai matériau, un vrai métal qui est utilisé industriellement, qui est utilisé dans la bijouterie et qui représente depuis toujours finalement une sorte de liquidité absolue. On parlait de guerre. À Dieu ne plaise qu'il y ait des guerres s'intensifiant ici ou là. S'il y avait une guerre mondiale totale, l'or demeure la liquidité suprême, absolue, reconnue par tous. Et alors même que les devises, si vous voulez, qui ne sont garanties que par des États et des banques centrales, apparaîtraient comme étant beaucoup moins intéressantes, crédibles, etc. Donc il ne faut pas négliger en effet ce que l'or représente. C'est une sorte de liquidité suprême dans une hypothèse totalement catastrophique. Ceci dit, je ne donne évidemment aucun conseil. Pas un conseil signé Jean-Claude Trichet. Dans ce domaine. Comme dans le jamais. Mais encore une fois, vous avez entendu mon message qui, sur l'or, est complexe. Sur les crypto-actifs ne représentant rien d'autre qu'eux-mêmes, alors là, je suis formel. En vous écoutant, je n'achète pas de Bitcoin, mais en vous écoutant, je ne sais pas quel finalement est le message sur l'or. Mais si vous voulez spéculer, vous pouvez toujours spéculer. Mais à mon avis, c'est vraiment très dommage qu'on ait laissé se créer. Je parlais de l'or, là. Je parlais de l'or pour le coup. Pardon. Oui. Je parlais de l'or. Sur l'or, votre message me dit, sans que ce soit un conseil, j'ai compris, et une part de c'est spéculatif, en même temps, c'est de la liquidité suprême. Je pense que c'est quand même très spéculatif en ce moment, compte tenu de ce qu'on a observé dans la période la plus récente. Mais, au total, l'or n'est pas le Bitcoin. Bon, ça on a compris. En 30 secondes, on va avoir un budget, Jean-Claude Trichet, en France. On se dit, youpi, enfin un peu de stabilité, ou on se dit quand même, ça va coûter cher à la France, cette histoire? Écoutez, moi je ne dis pas youpi, je dis qu'on perd quelque chose comme 0,4 ou 0,3 ou 0,4, même peut-être dans certaines hypothèses encore plus par rapport à ce qui avait été envisagé à un moment en matière de déficit public. Par le Premier ministre Bayrou en matière de déficit public. Donc au lieu de 4,6, 4,7, on est à 5, dit le Premier ministre. Je n'ai aucune raison de contester les 5, mais les 5, c'est un dérapage non contrôlé par rapport à ce qui avait été envisagé. À supposer qu'on fasse 5. Qui était à supposer qu'on fasse 5, et Moody's vient de dire non, ça sera plus de 5. On va voir exactement quel sera le consensus d'experts quand on aura finalement le budget dans sa forme définitive. Mais je suis horriblement inquiet personnellement. Bien entendu, on peut s'expliquer ça par le fait qu'il n'y a pas de majorité et qu'il a fallu négocier, en négociant toujours dans le mauvais sens, puisque c'était des dépenses supplémentaires. Et on disait, formidable, il y a eu un accord, mais ces accords sont catastrophiques, puisque c'est à chaque fois des dépenses supplémentaires. Donc j'assiste à quelque chose qui est désolant. Nous sommes déjà le plus mauvais élève d'Europe.
en ce qui concerne les finances publiques. Nous sommes le plus mauvais élève d'Europe aussi, et du monde d'ailleurs accessoirement, en ce qui concerne le niveau des dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut, hein, donc pas simplement les flux, mais les stocks, si je puis dire. Et puis nous nous trouvons maintenant dans une situation où nous ne crédibilisons plus l'objectif qui a été affiché à l'ensemble de nos partenaires, à savoir que 3%. nous serions à moins de 3% ou à 3% en 2029. On a un pari là-dessus d'ailleurs, nous. Hein. On a un pari là-dessus? Oui, le fait qu'on puisse... vous pensez qu'on sera sous les 3% en 2029, et moi je vous avais dit que je pensais qu'on n'y serait pas, en France, sous les 3% de déficit. Écoutez, au moment... il s'agit de savoir quand nous avons fait le pari. Ah, je ne sais pas, quand vous êtes venu il y a quelques trimestres ou quelques mois. Dans ce cas, on avait déjà dérapé, puisqu'on était déjà, on était déjà en présence d'un Premier ministre Bayrou ayant... Pourtant qu'il y a les élections présidentielles l'année prochaine. Ayant dû démissionner. Ouais. Et donc, je reste partagé, si vous voulez. Toutes les données actuelles et l'état actuel de l'opinion montrent qu'en effet, nous n'arriverons pas à cet objectif. Ce qui est une catastrophe épouvantable. L'Italie sera à cet objectif cette année. Cette année, l'Italie sera à cet objectif. Et nous nous sommes donné 3 ans de plus. Nous sommes le plus mauvais élève de loin. C'est une catastrophe. Alors, je ne peux pas imaginer que la France puisse continuer à déraper comme ça et à se signaler comme étant le plus mauvais élève de l'Europe. Je ne peux pas l'imaginer et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a une bonne probabilité pour que nous reprenions nos esprits. Vous doublez la mise. Nous, Français, reprenions nos esprits. Mais Mario Monti, Premier ministre d'Italie, réexpliquait à un groupe de personnes avec lequel je suis très impressionné par Mario Monti et par ce qu'il a réussi à faire. Il disait, en décembre 2011, j'ai fait voter par le Parlement italien l'âge légal de la retraite à 67 ans. 67 ans en Italie. En 2011. En 2011, donc il y a 15 ans, disons. Et personne n'est revenu là-dessus derrière. Personne n'est revenu là-dessus derrière. Aucune sensibilité politique n'a été assez influente pour dire, bon, on revient en arrière. Voilà la différence entre la France et l'Italie. Elle part d'une situation qui était beaucoup plus grave que la nôtre au moment de la crise de Lehman Brothers. Elle se retrouve maintenant dans une situation sage, relativement sage, et nous sommes le plus mauvais élève, comme je l'ai déjà dit. Ça ne peut pas durer, ça ne doit pas durer. Bon, voilà. Ce n'est pas un message d'optimisme, mais c'est un message de réalisme. Voilà où est-ce qu'on est aujourd'hui. Merci pour cet entretien avec vous, Jean-Claude Trichet. C'était un plaisir. Partagez, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, a invité la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube.